Tout comme les mesures relatives à la documentation pré-transfert, les mesures relatives aux incorporels difficiles à évaluer visent clairement à améliorer l'efficience des contrôles fiscaux sur ces sujets. Toutefois, si les mesures sur la documentation semblaient présenter un intérêt commun pour le contribuable et pour l'administration, les mesures sur les incorporels difficiles à évaluer me semblent nettement privilégier l'administration fiscale française. La première mesure, relative à l'extension du délai de reprise, n'est pas une surprise. C'était l'une des approches proposées par l'OCDE. Le délai de reprise en France est relativement court, donc compte tenu de la complexité de ces opérations, une extension de ce délai peut paraître logique, voire raisonnable. Toutefois, avec l'introduction de la documentation allégée il y a quelques années et l'abaissement du seuil de cette documentation allégée, l'administration française avait déjà les moyens d'identifier très tôt les transactions relatives à des incorporels difficiles à évaluer. Elle avait déjà les moyens, donc, le temps d'analyser ces transactions, même sans extension du délai de reprise. En revanche, elle ne disposait que de 2 années de recul, voire 3, pour apprécier l'évolution de l'actif incorporel post-acquisition ou post-cession. La seconde mesure, l'utilisation de données postérieures à la cession d'un actif incorporel pour en apprécier le prix, appelle également des commentaires, voire des réserves. Je vais quand même commencer par une bonne nouvelle. L'une des exceptions à l'utilisation de données postérieures à une opération pour déterminer si le prix d'un actif difficile à évaluer était approprié intervient lorsque l'écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20%. La jurisprudence évoquait déjà ces 20%, mais on peut tout de même se réjouir de voir ce taux mentionné dans un texte de loi. On ne pourra pas nécessairement facilement raisonner par analogie pour d'autres valorisations. Par ailleurs, la jurisprudence a pu reconnaître qu'un écart moindre de 20% pouvait néanmoins être considéré comme significatif. Pour autant, sur le fond, le texte apporte une confirmation intéressante d'une pratique relativement établie. Si on parle maintenant des réserves, on peut s'interroger sur la façon dont les observations et recommandations de l'OCDE ont été transposées dans le droit français. D'une part, la tentation pourrait être grande de considérer comme difficile à évaluer tout actif pour lequel une incertitude existerait au moment de son évaluation, et ce, a posteriori, au regard des évolutions éventuellement importantes qui auront été constatées. Or, on peut de bonne foi se tromper sur des évolutions de plus de 20% sans qu'un actif soit pour autant difficile à évaluer. D'autre part, l'OCDE prévoyait que dans certaines conditions, les administrations fiscales seraient autorisées à considérer les résultats a posteriori, ex post, comme présomption de preuve du bien fondé des accords de fixation de prix ex ante, au moment de la transaction. L'esprit est donc sensiblement différent de celui du texte de l'article 22. L'OCDE précisait d'ailleurs qu'il serait incorrect de fonder l'évaluation révisée sur les revenus ou les flux de trésorerie réels sans prendre également en considération la probabilité à la date de la transaction que ces revenus ou ces flux de trésorerie se concrétisent. Cette précision importante semble absente du texte de loi et même de son esprit. Alors l'OCDE indiquait vouloir veiller à ce que l'analyse ne soit pas sujette à des asymétries de l'information entre l'administration fiscale et le contribuable en cas d'actifs incorporels difficiles à valoriser. Avec ces mesures, on peut légitimement s'inquiéter d'une dissymétrie défavorable au contribuable si l'utilisation de données postérieures à l'opération devient la norme ou le point de départ de l'analyse.